Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce panel Femmes, Sciences et Coopération des voies d'avenir. Je m'appelle Hélène Raymond, je suis membre du conseil d'administration du PA Développement International. Et je veux commencer cette rencontre aujourd'hui par une pensée pour toutes ces Ukrainiennes, ces mères, ces grands-mères, ces jeunes femmes brisées dans leur élan vers une vie meilleure, ces filles, ces petites filles et bien sûr tout leur entourage. Ce 8 mars nous rappelle l'importance de la poursuite de la lutte pour les droits des femmes, mais aussi cette aspiration universelle à vivre dans un pays en paix. Les 2 dernières années nous ont rappelé le caractère essentiel de la science et de l'acquisition de connaissances dans le progrès du monde. À l'occasion de ce 8 mars, qui permet aux femmes de souligner, comme nous, un peu partout à travers le monde, l'importance de leurs multiples rôles, leur bataille pour l'égalité et l'influence des modèles féminins, UPADI tient à rappeler l'apport déterminant de 4 femmes, nos 4 invités, à l'avancement de l'agriculture, des droits et de la coopération. Ce sont des actrices de changement que nous allons vous présenter. Nous allons parler avec elles de l'importance de la formation, de l'importance de l'école, mais de la formation continue aussi, l'importance du droit à l'éducation supérieure, de l'impact des modèles qu'elles représentent sur leur communauté, autant pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes. Dans sa promotion des activités de la Journée internationale des femmes 2022, le Conseil de l'Europe rappelait que ce sont encore les femmes qui réalisent la très grande majorité des tâches familiales et que la COVID, sur ce plan, les a fragilisées davantage. Avant de faire connaissance avec nos invités, je vous invite à faire connaissance, mais vous le connaissez probablement, à écouter Hugo Beauregard-Langelier, secrétaire général du PADI, à vous dire quelques mots. Merci Hélène. Bonjour à tout le monde et bonjour aussi à toutes les participantes qui sont avec nous aujourd'hui, à toi Hélène aussi pour ta participation comme à chacun de nos panels. J'aimerais aussi souligner cette Journée internationale du droit des femmes et de souligner son importance à la fois pour toutes les femmes, mais aussi pour UPA Développement International. Je dirais qu'en cette Journée internationale du droit des femmes, on ne peut pas faire abstraction des femmes, comme un peu Hélène en a mentionné, qui souffrent en ce moment dans les pays en guerre. Évidemment, il y a l'Ukraine, mais on peut penser aussi au Yémen, en Afghanistan, où ce sont tous des zones où les femmes souffrent présentement beaucoup. Les crises rappellent la vulnérabilité plus aiguë des femmes face à ces crises-là. Les guerres, bien qu'elles n'épargnent personne, démontrent que les femmes et les enfants sont plus à risque d'être victimes de crimes de guerre. Puis on peut dire aussi une crise qu'on tend à oublier, mais qui n'est pas si lointaine que ça, la pandémie, a aussi démontré que les femmes, surtout celles occupant des emplois précaires ou des emplois de soins directs, ont été impactées plus durement que le reste de la population. Et ces crises s'est amplifiées de façon aussi transversale et je dirais insidieuse, une désinformation grandissante. Mais malgré ces constats et certains de ces reculs dans le droit des femmes, il importe de souligner toutes les luttes du passé qui n'ont pas été vaines et qu'elles ont une empreinte forte sur le présent. Le temps où il n'y avait que des hommes qui s'élevaient dans les sphères à la fois publiques, scientifiques et politiques est révolu, il y a de plus en plus de modèles féminins qui font figure de précurseurs. Je dirais qu'à UPADI, nous travaillons avec nos partenaires terrain pour développer une réelle opportunité d'échange. La présence, je pense, aujourd'hui, vous allez la connaître un peu plus tout à l'heure, de Fatou Bintou Diop avec nous aujourd'hui, en tant que première femme présidente de l'UGPM au Sénégal, démontre que les femmes elles peuvent aussi se hisser dans les postes les plus importants d'une organisation agricole. Mais le travail ne s'arrête pas là. Nous devons poursuivre évidemment nos efforts en collaboration avec nos partenaires pour que ces femmes qui se démarquent ne deviennent plus des cas d'exception, mais la norme. On pourrait dire même la même chose ici au Québec. On remercie d'ailleurs la deuxième vice-présidente de l'UPA, Stéphanie Levasseur, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour en discuter, je laisse la place et je laisse toute la parole à notre panel entièrement féminin, qui, à mon sens, représente vraiment des modèles d'accomplissement et de détermination pour les femmes, mais aussi les hommes qui soutiennent les principes d'égalité. Merci encore de votre participation et je te laisse la parole, Hélène. Merci beaucoup. Merci, Hugo. Alors, bon panel tout le monde et je commence avec quelque chose de très difficile à faire. Donc, avant de vous présenter toutes les 4 mesdames avec vos noms complets, j'avais un mauvais signal de microphone. Donc, vous m'entendez? Oui? Parfait. Alors, je veux savoir, quelqu'un me dit on ne vous entend pas, alors je recommence, je ne sais pas ce qui s'est passé.
On t'entend maintenant, Hélène. Voilà. Alors, nos invités proviennent du Sénégal, du Bénin et du Québec. Et ce que je vous expliquais, c'est qu'avant de les entendre longuement, avant que je vous les présente avec leur nom complet, leur titre et un résumé de leur parcours, je veux savoir ce que représente pour vous, Denise, Stéphanie, Françoise et Fatou, ce que représente pour vous en quelques mots, 2 ou 3 mots, le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Denise Bélanger, si vous voulez ouvrir votre caméra, s'il vous plaît. Je ne peux pas ouvrir ma caméra. Ah, on va vous... C'est ça. Vous avez perdu le cours. Alors, allez-y juste avec votre voix. C'est ça. Ça va maintenant. OK. Ça va maintenant. Pour moi, en quelques mots, c'est le grand parcours fait par les femmes dans la société québécoise depuis les années 60. Merci. Fatou, au Sénégal, ce 8 mars. Au Sénégal. Bonjour tout le monde. Ce 8 mars a vraiment été célébré au Sénégal en 1977. Et jusqu'à présent, chaque année, vraiment, on célèbre le 8 mars. Il y a une prise de conscience, puisque c'est des difficultés que les femmes américaines avaient rencontrées. C'était vraiment des années. Et maintenant, presque tout le monde célèbre le 8 mars. Oui, merci. L'autre chose, moi, je vois ça, puisque nous, on a dépassé le folklore. On est rentré vraiment dans le parcours, c'est-à-dire d'organiser des thèmes de réflexion, organiser des panels, surtout sur l'autonomisation de la femme. Pour dire l'autonomisation de la femme, je vais en développer après. Oui, l'autre chose, c'est l'engagement. Oui, l'engagement qu'on a senti au niveau de ces femmes, qu'ils ont vraiment qu'ils ont fait une prise de conscience pour aller de l'avant et leur permettre de connaître leur rôle et leurs responsabilités, leurs droits et leurs devoirs. Merci. On va reparler de tout ça tout à l'heure avec vous, Fatou, plus longuement. Mais Stéphanie, en quelques mots, ce 8 mars, il signifie quoi pour vous? Votre microphone, s'il vous plaît. Oui, pardon. Mais c'est ça, comme Denise l'a mentionné, là, en fait, moi, j'avais inscrit gratitude là, pour ce parcours-là qu'elle mentionnait, là, donc les luttes qui se sont passées jusqu'à maintenant, évidemment, la reconnaissance aujourd'hui là, de la part des femmes dans nos sociétés, puis vigilance pour s'assurer de maintenir ces acquis-là, de ne pas reculer. Tu as parlé de fragilisation tantôt. Là, effectivement, là, il y a des enjeux là, qui viennent toujours réattaquer là, ce qu'on a réussi à acquérir. À acquérir, c'est ça. Il faut une vigilance constante. Je pense que c'est un mot important. Françoise, en quelques mots, quelques secondes, que représente le 8 mars pour Françoise Soufou? Oui, merci. Et pour moi, la journée de 8 mars, loin d'être une journée de fête, et pour moi, doit être considérée comme une journée de réflexion, d'échange pour pouvoir définir les bonnes stratégies pour faire avancer les droits de la femme. Voilà. Merci. Alors, c'est avec vous qu'on va boucler la série des 4 entretiens d'ici la prochaine heure. Donc, on va reparler de tout ça, de cette importance de faire valoir les droits, de les connaître et de les faire valoir. Alors, nous allons commencer les entretiens avec Fatou Bintou Diop, Fatou qui nous attend au Sénégal. Si vous vouliez bien ouvrir votre caméra et votre micro, s'il vous plaît. On va commencer. Donc, je vous la présente. C'est déjà ouvert. Vous êtes présidente de la Fédération des femmes, de la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, également de la Commission du système alimentaire et marché du Collège des femmes, du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, qu'on connaît un peu partout sous l'acronyme de CNCR. Vous êtes conseillère municipale de la commune de Méké, vice-présidente du conseil départemental de Tivaouane,
productrice de mil, d'arachides, de niébé et éleveuse. Comme toutes les autres, je me demande si vous réussissez à dormir quelques heures par nuit. J'ai eu le privilège de vous rencontrer, de vous croiser sur le terrain au Sénégal il y a un petit peu plus de 2 ans. Je sais que je pourrais ajouter d'autres informations, on va y revenir, dont cet engagement à vouloir rendre les femmes autonomes sur le plan économique. Décrivez d'abord votre production, votre ferme, les cultures. Mettez des mots sur le paysage dans lequel vous vivez, si vous voulez. Avant de parler de ça, je vais faire une précision par rapport à la présentation. Je crois que j'ai mal envoyé la présentation. Je suis la présidente de l'Union des groupements paysans de Mékhé, qui est une association de base qui est membre de la Fédération des organisations du Sénégal Action Paysanne, non gouvernementale du Sénégal Action Paysanne. Cette fédération-là est membre du CNCR. Donc, au niveau de la FONCS, j'assure la présidence du Collège des femmes de la FONCS. Au niveau du CNCR, je suis la présidente de la commission système alimentaire et marché. Voilà. Exact. Vous avez dit aussi que je suis conseillère municipale et je suis conseillère départementale. Je suis la 4e vice-présidente. C'est vrai, c'est vrai. Oui, voilà. Oui, je suis productrice. Comme nous le savons, je suis née dans une famille paysanne. Mon père était chauffeur, mais il y avait des gens, il y avait une main-d'œuvre qui était à la maison vraiment pour assurer les travaux champêtres. Et nous, étant très jeunes, on allait avec ces gens-là vraiment pour pratiquer cette agriculture. Au fur et à mesure que nous grandissons vraiment, on aime ça. Donc, voilà, en quelque sorte, ce qui nous a poussé vraiment à devenir productrice. Et après le décès de mon papa, vraiment, la terre est avec moi. Chaque année, je vais au champ avec mes petits-enfants pour aller cultiver du mil, de l'arachide et du niébé. Mais une petite précision aussi que cette agriculture dépend de la pluie hivernale. Qui, avec le dérèglement climatique, parfois il y a des pluies précoces, il y a des pluies tardives, et que cette année vraiment on n'a rien récolté. Donc c'est quelque chose vraiment qui est malheureux, mais Dieu seul sait. Oui, c'est une année difficile. C'est une année difficile. Quelle a été la place de l'école, quelle a été la place de la formation académique dans votre parcours? Dans mon parcours, comme tout enfant du Sénégal, à l'âge de 7 ans, je suis allée à l'école. Mon père m'a amené à l'école. Et avant ça, j'ai fait l'école coranique. Après, j'ai eu 7 ans, mon père m'a amené à l'école. Et je commence à apprendre vraiment la langue française. Et j'ai fait presque 15 ans à l'école, vraiment pour apprendre. Après la rupture de mes études, je me suis vraiment focalisée dans l'agriculture et dans le mouvement associatif. Ouais. Je me suis intégrée vraiment dans un groupement qui est ici à Mékhé et qui fut fondateur de l'UGPM, l'un des groupements fondateurs de l'UGPM. Voilà. Donc, c'est ça vraiment qui m'a permis vraiment d'avancer petit à petit pour devenir vraiment une femme. Je suis femme leader. Je ne suis pas tellement instruite. Je n'ai pas fait d'études poussées, mais quand même, je me débrouille avec cette langue étrangère qui est le français. Ce n'est pas ma langue maternelle. Et vous vous débrouillez très, très, très bien, de toute évidence. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu un entourage qui ne vous a pas limité, qui a cru en vos possibilités et qui vous a permis d'avancer, de continuer? Oui, puisque lorsque je me suis intégrée vraiment ce mouvement associatif, j'ai trouvé des leaders vraiment qui m'ont encadré, qui m'ont poussé et vraiment à aller vers de l'avant.
puisque je suis la première animatrice de cette organisation, cause pour laquelle vraiment j'ai reçu pas mal de formations qui m'ont permis vraiment d'être là où je suis aujourd'hui. Oui. Donc, des formations constantes, un intérêt constant, un soutien de l'entourage. De l'entourage. Il y a tout de même dû y avoir quelques petits obstacles, Fatou. Est-ce que... Oui, oui. Il y aura des obstacles puisque tu as des enfants, tu as une famille, tu laisses tes enfants pour 5 jours, 3 jours, 1 mois. C'est pas facile pour une femme. C'est pas facile pour une femme dans le milieu où nous vivons, qu'on appelle le Kayor, c'est dans le bassin arachidier. Les Wolofs l'appellent le Kayor, où les gens ne peuvent pas comprendre une femme vraiment qui laisse sa famille, qui laisse ses enfants, aller quelque part pour 3 jours, 5 jours, 1 mois. Donc, avec ces genres de choses-là, vraiment, ça te rend un peu difficile, vraiment, pour avancer. Mais avec le temps, avec l'entourage, avec mon mari qui me pousse vraiment à faire ce travail-là, j'ai dit non, je travaille pour les populations, j'ai un engagement citoyen, donc j'y vais. Oui. Est-ce que vous avez la possibilité de recruter des femmes? Je vous ai vu travailler en groupe de femmes, donc des femmes déterminées, des femmes intelligentes qui, comme vous, laissent les enfants. Mais est-ce qu'il faut chaque fois, même avec les plus jeunes femmes, les convaincre de l'importance du rôle des femmes? Oui. Au niveau de l'UGPM, on a créé le collège des jeunes. Il est dirigé par une femme. Il y a beaucoup de femmes vraiment qui adhèrent dans ce collège-là. On les forme sur le leadership féminin, sur le rôle et responsabilité, etc., etc., pour qu'ils puissent vraiment comprendre les enjeux de leur et de prendre leurs responsabilités par rapport à tout ce que nous faisons, puisque elles seront la relève de demain. Puisque moi, j'ai remplacé les anciens, il faut que les jeunes aussi me remplacent et remplacent les autres aussi. Donc, on est en train vraiment de construire une base solide de jeunes qui vont vraiment prendre la relève et qui vont vraiment pousser l'IGPM à aller de l'avant aussi. Donc, à continuer, à aller toujours plus loin. Ouais. Stéphanie, je pense, disait plutôt il faut toujours rester vigilant. Hein, il ne faut pas perdre les acquis. Avez-vous le sentiment que c'est une menace? Qu'on peut perdre du terrain, qu'on peut perdre des choses qu'on a gagnées. Est-ce qu'il faut toujours faire attention de bien conserver ce qu'on a obtenu? Oui, avec le temps. Tout changement peut amener des obstacles. Mais on va lentement, mais sûrement. On va aussi faire des formations continues pour que vraiment les jeunes vraiment aient la capacité, le sentiment d'appartenance. Ils ont un slogan, à chaque fois ils le disent, on va rester ici, vivre ici et mourir ici. Donc, on pense que vraiment ces jeunes-là ne vont pas vraiment laisser les choses que les anciens nous ont données. Donc, il y aura une relève. Je pense. Oui, on le souhaite. Je me rappelle d'un échange qu'on a eu au sujet de l'artisanat, de son importance pour générer des revenus pour les femmes. Vous croyez très, très fort, Fatou, en l'importance de l'indépendance économique, là, le fait que les femmes doivent générer des revenus pour elles et pour leurs enfants. Vous bataillez pour ça aussi, vous militez pour ça aussi, je pense. Oui, l'IGPM ne fait seulement de l'agriculture, mais il fait de l'artisanat. Puisque dans cette zone que nous vivons, même le président de la République du Sénégal en 2014, il était venu ici à Mekhes célébrer la journée nationale de l'artisanat. Puisque ici à Mekhes, on fait beaucoup de choses sur l'artisanat, les paniers, les robes, les chaussures, etc., etc.
ici au Sénégal, si tu parles de l'artisanat, on passe à Mekhe. Donc, vraiment, nous devons faire de telle sorte que ce que nous produisons, on le rende plus visible, plus de qualité, plus de quantité, pour que les gens qui viennent acheter et aller revendre ça puissent gagner quelque chose. Et que les femmes qui sont là ne sont pas des cordonnières, mais sont les femmes ou bien des gens qui ne sont pas des cordonniers, mais ils ont de l'argent, ils viennent acheter et après ils vont aller revendre ça au niveau des villes ou bien au niveau des centres urbains ou bien des zones côtières pour vraiment faire vivre leur famille. Donc, c'est un secteur, on peut dire que vraiment ouvert, mais aussi rentable. Important, important. Qu'est-ce que vous souhaitez? Très important. Qu'est-ce que vous souhaitez aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont avec nous, discrètes dans l'auditoire? Ce que je pense pour les femmes, les jeunes femmes. La question? Oui. Qu'est-ce que vous voulez pour elles? Qu'est-ce que vous leur souhaitez? La persévérance, la patience, l'engagement, la vision. Sans cela, on ne peut pas faire grand-chose. Merci. Merci beaucoup. Vous restez là. Vous pouvez refermer votre caméra si vous voulez et votre microphone. On va poursuivre et vous retrouver pour la période d'échange avec les autres. La persévérance, la patience, l'engagement. Sans cela, on ne peut pas grand-chose. Denise Bélanger, bonjour. Enlever mon micro. Bonjour. Bonjour, Madame Raymond. Médecin vétérinaire, épidémiologiste, professeur émérite de l'Université de Montréal. Pendant vos années à la Faculté de médecine, vous avez enseigné l'épidémiologie, vous avez travaillé sur la rage animale, les maladies des petits ruminants, vous avez cofondé le groupe international vétérinaire. Vous êtes aussi copropriétaire d'une ferme diversifiée. Alors, on va commencer par ça, Denise, en pleine saison des sucres ou à peu près. Oui, à quoi ressemble votre ferme? Ben, nous, on a acheté une petite ferme alors que je travaillais encore. Je suis retraitée de la faculté depuis 2018. Donc, on a acheté cette ferme en 2005 à Friedrichsburg, une ferme qui n'a jamais été une ferme spécialisée. La seule spécialité qu'il y a eu, je pense, c'est d'avoir un petit troupeau de vaches laitières. Donc, nous, on a repris cette ferme-là et puis on l'a grandement, on en a pris soin, en fait. C'est une ferme de 125 acres ou à peu près 50 hectares. On a décidé, puisqu'on est sur un sol quand même, le sol est assez mince, en tout cas, c'est assez... il y a quand même pas mal de roches, etc. Donc, on a décidé c'est pas une place pour les grandes cultures, en fait. Friedrichsburg est surtout une place pour les pommiers, maintenant plus les vignes. On a décidé de faire une petite ferme diversifiée, complémentarité animale, végétale. Donc, on fait de l'ail, on fait 40 000 plants d'ail bio, on a 3 500 pommiers. C'est un tout petit verger certifié bio aussi. Et on jardine la forêt de 75 acres et puis on fait aussi un élevage brebis, agneaux à l'herbe. C'est notre spécificité. Donc, tout ça pour faire un marché de proximité. On vend quasiment tout à la ferme, en fait. Là. Puis, oui, en plus. Alors, un travail supplémentaire. Un travail supplémentaire. Et puis, qui est impliqué dans cette ferme-là, c'est mon conjoint. Moi, comme vétérinaire aussi, parce que ça aide beaucoup pour la production animale. Puis, mon conjoint a une formation d'agronome. Et puis, ma fille veut prendre la relève. C'est assez important parce qu'on a des problèmes de relève agricole au Québec. Donc, elle a étudié pas en agriculture, mais en sciences politiques pour la gestion de l'offre, en fait. Elle a fait une maîtrise. Et puis, mon garçon, qui est arboriculteur, donc prend soin quand même pas mal de la forêt et travaille à l'extérieur. Quand même, un très beau travail d'équipe. Oui, tout ça. Travail d'équipe. Oui. Vous avez poursuivi des études avancées. Vous avez commencé des études universitaires à une époque où... les femmes étaient probablement beaucoup moins présentes que maintenant dans les cohortes de médecine vétérinaire. Avez-vous toujours été soutenue par votre milieu familial, cette détermination à aller très loin jusqu'au doctorat en Californie? Vous avez eu un entourage qui vous a porté vers ça? Je vais revenir sur les 60 ans. Moi, je viens d'une famille en fait que mes parents sont nés en 1913. Donc, pour donner une idée, mon père était sur une ferme, n'a pas pu être éduqué.
Et puis, ma mère a perdu sa mère. C'est quand même... donc, elle est venue la mère des 8 autres enfants. Donc, mes parents n'ont pas pu aller à l'école vraiment. Puis, je suis la cadette de 4 enfants qui, eux non plus, ne sont pas allés à l'université. Mais moi, je suis arrivée au moment où on a démocratisé l'éducation, c'est-à-dire dans les années 60. On sait très bien, les cégeps ont été développés en 1968. Je suis rentrée au cégep en 72. Il y avait des prêts et bourses. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent non plus. Donc, ça m'a permis vraiment d'aller à l'école, puis d'emprunter, puis d'avoir des bourses. Et puis, je dirais aussi que à cette époque-là, les critères d'admission, en fait, ont été beaucoup plus standardisés à partir des années 70. L'école vétérinaire a fait partie de l'Université de Montréal en 68. Ça a aidé beaucoup que les femmes qui appliquaient en médecine vétérinaire dans les années 70, il n'y a pas de biais négatif envers elles. Donc, de moins de 10 femmes diplômées dans les années 60. Moi, j'ai diplômé à la faculté vétérinaire en 79 et on était 47% qui étaient des femmes. Donc, c'est le saut. Je fais partie de ça, cette cohorte de femmes. Quand je suis allée au cégep, moi, j'étais en sciences de la santé, j'étais bonne à l'école, donc je m'en allais en sciences, j'aimais les mathématiques et tout ça. J'étais entourée de jeunes filles qui voulaient être pharmaciennes, qui voulaient être médecins, qui voulaient aller en biologie, etc. Donc, pour moi, c'était l'époque du possible. On pouvait avoir des emplois. Je ne me suis pas posé la question si je pouvais être une vétérinaire comme femme. Moi, j'aimais beaucoup le milieu rural et tout ça. J'ai décidé d'aller en médecine vétérinaire. Je n'ai pas choisi la médecine. Donc, je ne savais pas trop, en fait, ce que je voulais faire, mais je savais que j'aimais apprendre. Et j'étais très soutenue, pas nécessairement pour aller au PhD, parce que mes parents, ils ne connaissaient même pas ça, là. Mais j'étais très soutenue, entre autres, par ma mère, de continuer mes études et de devenir indépendante puisque c'est une femme au foyer et je crois qu'elle en a quand même souffert de ça, de ne pas avoir son indépendance. Ouais. Et c'était très, très clair qu'elle m'encourageait à aller à l'université. Ouais. C'est une grande marque de confiance. Une grande marque de confiance, puis j'ai compris. Puis j'ai compris aussi à la petite école, à l'école secondaire, je réfléchissais à ça ce matin, que les efforts de l'ambition était vraiment, c'était supporté par ma famille. Donc, mon père était un grand travaillant, ma mère aussi. Vous comprenez qu'à cette époque-là, il était des familles de 13 enfants, 10 enfants, ils travaillaient fort. Donc, je n'ai pas connu ça, mais mon père m'en a parlé. Il m'en a parlé de la vie à la ferme, comment il aimait les animaux. Il m'a amené, mon père, de son côté, il n'était pas contre que j'aille à l'école, mais il ne me poussait pas pour aller nécessairement à l'université. Souvent encore, à cette époque-là, les femmes infirmières, professeurs, on se souvient de ça. Donc, moi, je voulais aller plus loin, donc j'ai confronté mon père, en fait. Et puis, mon père, lui, par contre, il m'a montré le côté marginal des choses. Il m'a emmené, j'étais toute petite, si j'essayais de donner quelque chose à mon père pour faire le lien avec la médecine vétérinaire, c'était quand même un choix marginal à l'époque pour une femme. Mais mon père, il me traînait déjà dans son sac à dos. J'avais 2-3 ans dans les forêts très sauvages de la Haute-Mauricie. C'est juste pour vous donner une idée. Oui, il m'a donné ce goût de la nature et même comme petite fille, de me traîner avec lui dans le bois. Oui, donc, probablement que ouais. ça a eu de l'influence, tout ça, dans mes choix. Ça aussi, c'était une porte vers l'ouverture, vers autre chose. Oui. Puis pourquoi des études supérieures? J'ai pratiqué, quand j'ai fini en 79, j'ai pratiqué dans les chèvres et moutons. Il n'y avait personne, il n'y avait pas tellement de connaissances dans les chèvres et moutons à l'époque. Il y a des agriculteurs qui m'ont demandé de les accompagner. J'ai fait ça. Je leur ai transmis beaucoup de connaissances. Après, je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Je vais aller aux études supérieures. Et je me suis en allée en épidémiologie à Davis. Et pourquoi? Bien parce que j'ai eu un professeur, un homme, il n'y avait pas tellement de femmes, il n'y avait pas de femmes à l'époque où j'ai étudié en médecine vétérinaire, qui avait réintroduit le caribou forestier à Charlevoix. C'est Benjamin Simard. Oui, et j'étais passionnée par ces aspects de population et de biologie. Et c'est ça qui m'a influencée à continuer. Qui vous a poussé à continuer. J'aimerais ça vous entendre au sujet de l'importance de la science dans la crise qu'on vient de traverser. On a beaucoup entendu parler ces 2 dernières années de santé humaine, mais toutes les questions liées à la cohabitation humain-animaux, la transmission des maladies, tout ça, ça devrait nous rappeler le besoin d'attirer des jeunes, des femmes, des hommes vers la recherche fondamentale, vers le terrain.
Puis vers la santé publique, vers l'épidémiologie, vers le laboratoire, puis travailler surtout, je vous dirais, 75% des maladies émergentes aujourd'hui sont causées par un virus, une bactérie, un champignon qui a été trouvé chez un animal. Et puis vice-versa, hein, on voit que le coronavirus a été transmis des humains aux cerfs de Virginie, aux chats, etc. Là. Ça peut être dans les deux sens. On en parle souvent dans l'autre sens, des animaux vers l'homme. C'est important. Puis ce qui est encore plus important aujourd'hui, à part la découverte de l'amélioration de la technologie des vaccins, comprendre le virus, la transmission, on ne sait pas encore d'où ça vient, peut-être de la chauve-souris, etc., c'est de travailler en collaboration. C'est ça qui est important. C'est ça aujourd'hui, sur le terrain, comme en recherche, de faire de l'interdisciplinarité, de dire l'environnement, l'animal et l'humain, on travaille ensemble. C'est un tout. Et puis, on a besoin de prendre la santé de la planète, mais c'est une approche plutôt holistique. Donc, travailler avec des médecins, des biologistes, travailler avec des producteurs agricoles, travailler, voyez-vous, autant au niveau de la recherche qu'au niveau du terrain, on doit travailler ensemble pour appréhender ces pandémies, etc. Oui, c'est ça, pour recueillir et diffuser la connaissance. Et on l'a vu avec les 2 années qu'on vient de traverser. Vous avez fondé le Groupe international vétérinaire. Qu'est-ce que c'est? Oui. Le Groupe international vétérinaire, j'ai cofondé ça en 2004 avec une jeune diplômée qui aujourd'hui, en fait, est assise sur mon poste de professeur à la faculté. Donc, parce que les jeunes vétérinaires à cette époque-là, dans les années 90, partaient faire des stages, mais organisés par eux-mêmes. Je ne dis pas que c'est complètement négatif, mais ils allaient souvent faire des centres de réhabilitation. C'était finalement plus des voyages d'exploration. C'est positif, mais on voulait faire quelque chose de plus structurant. Donc, pour faire des stages avec des groupes ou des facultés dans le Sud, ou de sensibiliser les jeunes et les professeurs aux besoins du Sud, etc. Donc, on a créé ça pour... maintenant, on parle beaucoup d'une approche une seule santé pour traiter des problématiques qui sont sur le terrain dans le Sud, et on travaille aussi au Nunavik. Donc, c'était pour structurer tout ça, reconnaître les besoins à l'international. Et puis, les jeunes avaient vraiment besoin, on donne des cours maintenant plus au niveau de l'international, etc., pour pouvoir mieux partir et mieux aider, mieux servir et mieux aussi comprendre la réalité d'autrui, là, tu sais. Fait que ça existe encore, puis il y a une portion étudiante puis une portion professeur. Professeur, et cette coopération vous permet de jeter, d'élargir ce regard que vous avez sur le monde, probablement? C'est sûr, c'est sûr. De mieux comprendre les enjeux, voilà. Mieux comprendre les enjeux, mieux se préparer au départ aussi, mieux se préparer avec les gens que nous allons rencontrer. On a fait quand même, moi, pendant que j'étais professeur, on est allé au Burkina puis au Sénégal avec UPADI. Avant, on est allé au Guatemala. Il y a eu des projets qui se sont faits en Inde. Puis maintenant, il y a beaucoup de travail qui se fait au Nunavik avec la problématique chien-homme, rage animal, entre autres, là, depuis 2014. Donc, oui, tout au nord du Québec, là, c'est ça? Oui, nord du Québec. Oui. Quelles sont les barrières qui subsistent? Puis on va se laisser là-dessus avant de vous retrouver pour l'échange, mais qu'est-ce que vous diriez au sujet des barrières qui subsistent pour des jeunes femmes qui souhaitent pousser très loin leur scolarisation? Avez-vous le sentiment qu'il en demeure? Pas en médecine vétérinaire, à part de ne pas avoir d'appui, d'appui du tout. Je ne pense pas que l'appui financier, c'est sûr qu'on a des dettes en sortant, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut aller au-delà de ça. Si on a des rêves, en fait, à un moment donné, il faut quand même... si on veut tout cuire dans la bouche, mais on ne fera pas ce parcours-là, qui est quand même beaucoup d'études, beaucoup d'ouvrages. Mais je pense que l'accès à la médecine vétérinaire, si on a des bons dossiers, un bon test psychométrique aujourd'hui, est accessible à tous. Il y a plus que 70% des étudiants qui sont des étudiantes aujourd'hui, donc comme en médecine. Donc, moi, je n'y vois pas d'embûche. Puis je parle au cycle supérieur maintenant des maîtrises et des PhD. C'est sûr que pour des étrangers, c'est pas très facile nécessairement de venir avec tous les visas, encore plus avec tout ce qui se passe présentement avec la COVID, et etc. Mais j'y vois beaucoup moins, dans mon monde à moi, j'y vois pas beaucoup d'embûches. Si tu as de l'ambition, tu veux vivre tes rêves, et j'y vois pas... j'ai pensé à votre question, puis j'y voyais pas vraiment autre que tu te fais décourager et que tu n'as pas le guts ou l'ambition de faire tes études. Voilà. Hein? Alors, il faut tenir son... C'est sûr. C'est ça. C'est ça. Et viser son but. Voilà, Stéphanie Levasseur. Bonjour. À tout à l'heure, Denise. Bonjour.
Bonjour Stéphanie. Alors, dans le même village, hein, je pense qu'on change Oui. pas trop d'endroit. Deuxième vice-présidente de l'Union des producteurs agricoles. Vous avez été présidente de la Fédération des pommiculteurs, je pense, auparavant. Des producteurs de pommes du Des Québec, oui, producteurs de pendant pommes. 8 ans, oui. 8 ans. Vous êtes une des rares femmes à avoir accédé au poste de deuxième vice-présidence de l'UPA. Bravo. Merci. Je Bravo. suis la deuxième. La Il y deuxième, a hein? Martine Mercier qui est passée avant moi. Je pense que c'était au début des années 2000. En fait, elle était là quand moi, j'ai commencé à m'impliquer. Là, fait que ça devait être autour de 2003, 4, 5 là, dans ce coin-là. Oui, vous êtes propriétaire d'un verger écologique depuis quelques décennies déjà. Oui, ben en fait, je prends la relève du verger que mes parents ont démarré au début des années 80. Là. Ils ont acheté la terre. En fait, eux, ils ont acheté la terre ici, pas du tout pour produire. Là. Ça devait être une maison de fin de semaine. C'était des gens qui travaillaient à Montréal, donc des gens de la ville qui s'en venaient s'acheter une retraite de fin de semaine. Puis qui finalement, pour toutes sortes de raisons, là, il y avait quelques pommiers sur la ferme, puis le terrain ne pouvait pas être divisé. Là. C'était l'avènement de la loi sur la protection du territoire agricole là, à l'époque. Donc, ils se sont ramassés avec quelques pommiers qui allaient produire seulement dans 5, 6, 7 ans. Là. Donc, ça a commencé comme ça. Vous avez fait un grand tour. Bon, vous êtes passé par l'école, bien sûr, mais vous avez fait un grand tour avant de revenir sur l'entreprise agricole avec un baccalauréat en poche, mais dans un tout autre domaine. Ouais. J'ai fait un grand détour. Ouais, j'ai fait un bac, en fait, en traduction, un bac spécialisé de l'anglais au français en traduction que j'ai obtenu à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. J'ai travaillé ensuite à l'île du Prince-Édouard dans ce domaine-là pour le gouvernement provincial de l'île du Prince-Édouard pendant 2 ans et demi environ. Donc, dans les provinces maritimes canadiennes. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent de l'étranger, on est oui. très, très près de l'océan Atlantique. Oui, c'est ça. Donc, en fait, à l'île du Prince-Édouard, on est en plein dedans, l'océan. Là. C'est une toute petite province de 130 000 habitants à l'époque. Là. Mais c'est ça, j'ai passé une couple d'années là. Et mes parents, on avait 2 entreprises ici dans ce temps-là. On avait un deuxième verger à Donham sur la route des vins avec une cidrerie. Mais ma mère avait travaillé très, très dur au cours des années 90 avec un des premiers permis de cidre artisan au Québec. Là. Puis à l'époque où les gens levaient le nez sur le cidre, donc c'était difficile même de convaincre les gens d'y goûter. Là. Donc, ils ont travaillé très fort alors qu'aujourd'hui, on regarde le cidre, puis c'est dans toutes les épiceries, puis c'est partout, partout, partout. Alors, c'est ça, ils commençaient à penser à vendre, à se retirer un peu. Puis moi, j'étais pas si heureuse à l'île du Prince-Édouard. Là, donc, j'étais loin de chez nous. C'est tout petit. Donc, je voulais pas vraiment qu'ils vendent. Alors, je suis revenue. J'avais aucun background, là, aucun bagage de production agricole. Je suis revenue, puis j'ai dit, ben écoutez, je vais travailler avec vous, je vais voir, on va essayer, puis on verra. Puis c'est de fil en aiguille, là, c'est ça. Je suis revenue, j'ai participé aux travaux, je me suis inscrite à tous les cours de formation continue qui se donnaient dans mon domaine, là, que ce soit pour la gestion des maladies, des ravageurs, de taille, de régie du verger, de comptabilité agricole. J'ai fait le tour de la formation. Donc, l'importance de la formation continue, ça, vous l'avez vécu, mais diriez-vous que le fait d'être passé par une formation universitaire, ça vous a aidé, même si vous n'avez pas travaillé dans le même secteur d'activité?
Oui, tout à fait, parce que la formation universitaire, ça donne des compétences autres que seulement ce qu'on apprend là, dans nos livres, mais de toute évidence, là, pour se structurer l'esprit, pour être capable de faire valoir nos besoins, nos envies, d'influencer, d'argumenter, d'avoir du discernement, un esprit d'analyse. On développe tout ça dans un environnement de scolarité avancée, moi, je pense. Ouais. Vous aviez déjà beaucoup de travail, vous aviez toutes ces formations pour comprendre le fonctionnement du verger, pour maîtriser là, l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise agricole. Comment est-ce que vous vous intégrez, Stéphanie Levasseur, à la vie associative, à la vie agricole dans son ensemble auprès des autres producteurs? Ça se fait comment chez vous? Ben, ça se fait un peu en suivant l'exemple du père, là. Mon père est passé à ces endroits-là avant moi. Il a été président des producteurs de pommes aussi avant moi. Donc, c'est ça, c'était... lui, ça avait été sa façon aussi là, c'est aussi une formation hein, de s'impliquer dans ce réseau-là, donc de se rapprocher des gens. C'est souvent... ça permet souvent d'être en contact avec l'élite de la production. Tu es au courant avant tout le monde de tout ce qui se fait en recherche, tout ce qu'il y a de nouveau dans le secteur. Donc, c'est aussi une source d'apprentissage là, que de faire partie de ces réseaux-là et d'être en contact avec d'autres qui savaient comment ça marche, la pomiculture aussi. Là. Donc, puis aussi de faire partie de ceux qui cherchent des solutions plutôt ou qui proposent des solutions plutôt que d'être à la remorque puis de voir seulement ce qui ne va pas, puis de ne pas être capable de contribuer à la solution. Là. Oui, donc la force du groupe oui. Et le caractère militant de l'engagement aussi? Pas tant militant. Je pense que c'était surtout pour essayer d'être partie prenante Ben, j'imagine que oui, c'est militant en quelque part parce qu'il faut toujours faire la demande à quelqu'un d'autre pour obtenir ce qu'on veut. Mais je ne l'ai jamais perçu autant comme militantisme que comme un travail c'est un travail d'équipe, là, même avec les gouvernements ou c'est toujours il y a toujours un intérêt et pour eux et pour nous d'arriver à une conclusion positive. Là. Donc, une volonté commune d'améliorer les choses. C'est ce que vous nous dites au sujet de cet engagement. C'est ça. Ouais. Toutes les trois, vous nous parlez à votre façon d'un modèle paternel fort. Hein? Fatou l'a dit, je voyais mon père, j'allais à la ferme de mon père. Mon père m'a emmené à l'école. Denise, on l'imagine dans le sac à dos de son père dans les forêts de la Mauricie. Vous dites, ben, je marche dans les traces de mon père parce qu'il a été président de la fédération. Donc, on parle beaucoup du rôle des femmes et des modèles, mais le rôle des hommes dans cette espèce d'élan qu'on peut donner aux jeunes femmes, aux jeunes filles, il est primordial dans l'avancement des droits des femmes. Ben, je pense que oui. En fait, j'ai mentionné ma mère aussi parce qu'elle était un exemple à suivre aussi dans tout le travail qu'elle a fait de défrichage là, dans le secteur cidricole. Mais si les hommes autour de toi te briment dans ta possibilité d'avancer, c'est certain que tu n'iras pas loin. Là. Donc, de toute évidence, pour qu'une jeune fille avance, aille à l'école, poursuive des études, démarre une entreprise, il faut que les hommes autour d'elle lui donnent des ailes, la laissent aller, puis l'encouragent, puis la supportent, puis... ce que Fatou disait tantôt, là, quand elle s'en va, j'imagine qu'il y a son mari derrière qui s'occupe des enfants. Donc, il faut que ce soit un travail d'équipe puis un soutien constant, là, mais c'est surtout de permettre l'indépendance là, de ces filles-là. Là. Ah, c'est une belle image, ça, permettre l'indépendance. Donc, offrir l'indépendance en héritage à ses propres enfants. Oui. Mm-hmm. Oui.
Diriez-vous que subsiste encore pas mal de barrières pour les femmes qui souhaitent et pousser leur scolarisation et accéder à un niveau d'égalité face aux hommes en agriculture? On le sait, les femmes sont moins présentes au sein à la tête des organisations, en tout cas. Oui, je pense que c'est difficile à dire. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'est pas plus nombreuses parce que je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont, je vais dire, imaginaires. Je pense qu'il y en a plusieurs qui pensent que ça va être difficile ou qui pensent qu'il va y avoir des obstacles qui ne sont pas vraiment là. Parce qu'une fois une fois qu'on s'implique puis qu'on fait partie du mouvement, j'ai très rarement, sinon jamais eu de l'impression que je n'avais pas tout le monde autour de moi à me soutenir là, pour aller de l'avant, pour aller plus loin. Donc, je pense pas qu'on ait tant d'obstacles que ça, sinon des obstacles qu'on se met soi-même. Ah, ça, c'est important. Puis vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la première à le dire non plus dans cet échange aujourd'hui. Donc, croire en soi, d'abord, c'est ça qui... Oui. Puis, mais tu sais, même moi, là, en décembre dernier ou en novembre dernier, là, quand j'ai posé ma candidature comme deuxième vice-présidente à l'Union, le premier réflexe, ça a été, ben non, je ne peux pas faire ça. Ah, voilà. Mais bon, t'en parles au conjoint, t'en parles aux parents, t'en parles à la famille, t'en parles à l'entourage. Ben oui, tu peux. Pourquoi tu peux pas? Ben je peux pas m'en aller. Qui va faire ça? Qui va s'occuper de ci? Qui va s'occuper de ça? C'est comme si on se pense irremplaçable, puis en fait, bon, ben, c'est sûr que je pédale, je vais vous dire, depuis le début décembre, mais il faut, on s'organise, puis on trouve des moyens là, de faire ce qu'il y a à faire ici parce que je ne suis plus là, mais tout le monde, il n'y a personne qui m'a dit, ah, ben, tu as raison, tu ne peux pas faire ça. Tout le monde m'a dit, ben voyons donc, de quoi tu parles, c'est sûr que tu peux faire ça. Et c'est ça qui vous a poussé, mais en quelques mots, essayez de convaincre des jeunes femmes qui nous écoutent ici, ailleurs, hein, parce qu'on a un auditoire de gens qui vivent ailleurs. Oui. Essayez de les convaincre en quelques mots de s'engager. Ce que ça vous apporte à vous, cet engagement-là, c'est quoi? Ben, un peu comme je disais tantôt, là, beaucoup de satisfaction, en fait, beaucoup le fait de contribuer à trouver des solutions, là, c'est très gratifiant. Là. Quand tu travailles sur un projet, tu veux obtenir quelque chose pour l'ensemble, puis tu réussis, tu fais un gain, tu as un programme, il y a quelque chose qui devient, qui se concrétise. C'est très satisfaisant. Là. Donc, puis je pense que il y a moins d'embûches qu'on pense. Là. Donc, les filles, si ça leur tente, la porte est toujours toute grande ouverte, je crois, dans toutes ces organisations-là. Et il suffit de faire valoir qu'on veut participer. Là. Voilà. Donc, il suffit d'aller voir, hein? Avant de juger puis, sans voir. Puis en plus, souvent, là, d'y aller, ça ne nous engage pas pour la vie non plus. Il ne faut pas voir ça trop gros là, pour commencer. Puis juste d'aller s'asseoir, de participer à quelques rencontres, ça va vous conforter dans ce qui vous tente ou pas aussi. Là, puis vous enligner sur une ou l'autre des associations ou des choses qui sont disponibles. Puis, mais tant qu'on n'y va pas, on ne le sait pas. Là. Donc, c'est... Stéphanie Levasseur, un immense merci. Hein? Merci de ces conseils aussi, merci. De ce récit. Je signale aux gens qui sont avec nous que vous devrez quitter dans quelques minutes, donc on ne vous aura pas avec nous pour l'échange, mais merci beaucoup de ce témoignage. C'est très apprécié. Merci de m'avoir reçu. Merci. Hein? Moins d'embûches qu'on pense. Je pense que c'est la leçon qu'on retient une des leçons que l'on retient de cet entretien. Je vais demander à Françoise Soussou Abgaoulou d'ouvrir son microphone maintenant. On va la retrouver, Françoise, au Bénin, à Cotonou.
Elle est juriste, consultante, formatrice en droit humain, genre et développement de projets. Elle est coordonnatrice nationale du réseau Femmes, droit et développement pour l'Afrique, vice-présidente de la commission de gestion foncière de la commune de Cotonou, où elle représente les droits des femmes. Bienvenue, rebonjour Françoise. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, merci. Racontez-nous un petit peu l'école, parce que je pense que vous avez un long parcours académique. Vous avez poursuivi des études universitaires. Allez-y, prenez quelques minutes pour nous raconter tout ça. Oui, merci Hélène. Moi, j'ai fait mes études primaires dans une école catholique et puis j'ai continué les cours secondaires qui ont été sanctionnés par un baccalauréat série D. Et puis ensuite, je me suis inscrite à l'université où j'ai fait le droit et j'ai obtenu une maîtrise en sciences juridiques, option droit des affaires et carrière judiciaire. Donc, après ma maîtrise, j'ai fait un stage de préinsertion professionnelle dans un cabinet d'avocats. Et ce qui m'a vraiment donné le goût de défendre, d'être une défenseur des droits des femmes, c'est le cabinet où j'ai fait mon stage professionnel qui est tenu par une femme battante, une femme défenseur des droits des femmes, qui s'appelle, aujourd'hui elle ne vit plus, que Grâce d'Almeida Adamo. Donc c'est une femme très forte qui m'a donné vraiment le goût de défendre les droits des femmes. Donc alors, après, oui. Donc vous avez eu un modèle, Françoise. Oui. J'ai eu un modèle, cette dame-là, qui était vraiment une femme forte dans le domaine, qui nous a formés. C'est elle qui m'a faite. Et sans elle, je ne sais pas si je serais vraiment sur cette voie, sur cette thématique. Donc, elle ne vit plus, mais elle m'a donné l'essentiel pour me battre dans la vie. Est-ce que vous avez été poussée, entourée, stimulée par votre famille? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'on vous a encouragé à aller à l'école? Est-ce qu'on a valorisé les études supérieures dans votre entourage? Oui. Et je vais vous dire que dans ma famille, j'ai beaucoup de frères. Vous savez, en Afrique, nous avons des familles polygamiques. Et dans ma famille, j'ai des frères consanguins, sœurs et autres, mais je puis vous dire que je suis la seule à pouvoir poursuivre les études jusqu'à aller à l'université, obtenir ces diplômes. Je n'ai pas de sœur qui soit allée aussi loin que moi. Ouais. Donc, ma famille m'a soutenue. Et puis après, je me suis mariée. Et c'est après mon mariage que j'ai eu mon diplôme de 3e cycle en droit fondamentaux des personnes. Et je puis vous dire que j'ai reçu vraiment l'appui de mon conjoint et voilà, de mes enfants pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous diriez que le parcours a été difficile, que par moments vous avez jugé qu'il aurait été plus facile d'abandonner ou au contraire, vous avez toujours été convaincu comme femme, comme être humain, que c'était votre voie, que c'était votre route à vous? Oui. Je n'ai jamais eu le sentiment d'abandonner, non. J'ai été jusqu'au bout sans difficulté. Je n'ai pas eu ce sentiment-là de vouloir de me décourager ou de vouloir arrêter, non. Parce que je savais ce que je voulais. Je voulais obtenir mes diplômes, être moi-même, être autonome, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas vraiment eu ce sentiment-là de vouloir abandonner en cours de route. Mais je vais vous dire que j'ai quand même eu mon premier enfant
pendant que j'étais en troisième année de droit. Donc, j'ai eu quand même, mais ça ne m'a nullement donné le sentiment d'abandonner. Non, il Voilà. fallait continuer pour rendre le monde meilleur pour cet enfant-là comme pour tous les autres. Vous militez pour les droits. Vous militez pour les droits, Françoise, et votre formation de juriste vous permet de remonter dans les textes de loi, je pense, pour aller réellement comprendre comment les choses se passent et comment elles devraient se passer. Expliquez-nous un peu ce travail que vous faites et ce militantisme que vous faites également. Oui, je milite dans beaucoup d'organisations et en particulier dans le réseau Hilda Fenech, comme je vous le disais tantôt, c'est un réseau d'ONG qui a pour objectif la promotion et la défense des droits humains en général, des femmes et des filles, et des personnes vulnérables en particulier. Donc, dans ce sens, je me forme. Je me suis formée sur tous les droits parce qu'il faut avoir la compétence, il faut connaître avant de pouvoir informer, aider nos sœurs. Parce qu'on s'est rendu compte que nos sœurs qui n'ont pas pu aller à l'école dans les localités, dans les villages, dans les campagnes, ne connaissent pas leurs droits et leurs droits sont constamment violés. Et malgré notre étude, malgré notre niveau d'études, nous descendons. Je descends à cause de ce militantisme, je descends dans les campagnes pour pouvoir informer sur les textes de loi parce que il est dit que nul n'est censé ignorer la loi parce que vous ne pouvez pas vous prévaloir devant le juge du fait que vous ne connaissez pas la loi pour pouvoir enfreindre à la loi et ne pas être puni. Donc, fort de cela, nous descendons dans les campagnes pour informer nos sœurs sur leurs droits, le droit accès à la terre, le droit santé sexuelle et de la reproduction, toutes sortes de droits dont la femme a besoin. Donc, c'est ça vraiment qui constitue le challenge, notre challenge oui. dans les localités. Et les femmes apprennent beaucoup de cela et ça leur permet aussi d'avancer dans ce qu'elles font. Quand je donne l'exemple de l'accès à la terre, par exemple, malgré l'arsenal juridique bien fourni que nous avons dans notre pays sur l'égalité, le droit, la propriété, à cause des pesanteurs sociologiques, les femmes sont toujours exclues de l'héritage, ne peuvent pas avoir facilement accès à la terre, même si elle en a les moyens, elle ne peut pas aller acheter une terre sans être accompagnée par un homme, un mari, un enfant, un oncle, et parfois elle se fait avoir. Même la convention de vente, le mari peut mettre banalement son nom comme acheteur pendant qu'elle, on la met comme un témoin. Donc, des choses comme ça, il est important d'informer ces femmes-là afin qu'elles puissent mieux comprendre qu'elles peuvent s'acheter leur terre si elles en ont les moyens. Voilà. Alors, vous passez votre vie, vous passez une partie de ces formations à faire de la médiation entre la coutume et le droit. C'est un peu ce que vous faites. Voilà. En fait, non seulement nous informons les femmes, nous allons, je vais également avec mes collègues dès les chefs traditionnels et religieux parce que c'est des gardiens de la tradition. Ce sont ces personnes qui pensent que la femme ne peut pas avoir accès à la terre, que d'abord, elle ne peut pas aller à l'école, elle est destinée au mariage et tout. Donc, une partie de notre travail aussi, c'est d'aller faire le plaidoyer, la médiation à l'endroit de ces chefs, des leaders traditionnels et les informer, leur dire que nous sommes dans un état de droit, il y a des textes de loi
c'est vrai, les coutumes sont là. Il ne faut pas balayer d'un revers de la main les coutumes, mais il faut prendre ce qui peut faire avancer les droits de la femme. Oui. Donc, nous leur expliquons. Parfois, ils nous écoutent. Et nous, avec nos sensibilisations, nous sommes arrivés à faire bénéficier à des femmes les terres sur lesquelles on les a exclues pendant des années. Ah, vous avez réussi. Ah oui, nous avons réussi à le faire. Oui. Est-ce que vous voyez des jeunes femmes avec votre influence, grâce à votre influence, est-ce que vous voyez de jeunes femmes partir pour aller poursuivre des études et revenir ensuite faire un peu ce que vous faites auprès des autres? Oui, nous constituons des modèles pour certaines jeunes femmes qui veulent vraiment aller de l'avant et qui suivent notre exemple. Il y a des jeunes femmes que nous sensibilisons, qui viennent vers nous pour avoir, même si elles ne peuvent plus faire de grandes études, quand même, par notre biais, arrivent à accéder à des formations de courte durée, à des formations pour pouvoir se former, s'autonomiser, et même des groupements de femmes que nous, parce qu'il n'est pas seulement question d'informer les femmes sur leurs droits, il faut aussi les aider à s'autonomiser. Donc, grâce au travail que nous faisons, nous arrivons à mobiliser des ressources pour elles pour que de groupements de femmes, elles deviennent des coopératives et qu'elles aient vraiment leurs activités génératrices de revenus pour pouvoir transformer des produits, faire leur agriculture, ainsi de suite. Oui, pour qu'elles gagnent leur autonomie petit à petit. Petit à petit, voilà. Oui. Alors, Françoise, vous ne nous quittez pas. On va vous retrouver dans quelques minutes. Pour l'instant, je vais demander à Christelle de mettre en ligne une vidéo avec Micheline Mesadieu, une jeune femme que certains d'entre vous qui sont dans l'auditoire vont reconnaître. Alors, on va vous présenter. Pour l'instant, je vais demander à Christelle de mettre en ligne une vidéo avec Micheline Mesadieu, une jeune femme que certains. Je suis Micheline Mesadieu, je viens d'Haïti, je suis productrice de café, je suis formatrice pour GCN, gestion des ressources naturelles. Je suis membre d'une. On a un problème de son en boucle. Vous m'avez entendu 3 fois. Je suis productrice de café, je suis formatrice pour GCN, je suis productrice de café, je suis formatrice pour GCN, gestion des ressources naturelles. Je suis membre d'une organisation partenaire IPADI qui est UCOCAB, qui se définit comme l'Union des coopératives caféières de productrice de café. Je suis formatrice pour GCN, gestion des ressources naturelles. J'ai trouvé beaucoup de choses. Je suis membre d'une organisation partenaire. J'ai acquis des formations en leadership féminin. J'ai visité de nombreuses fermes. J'ai participé au gala des agriculteurs du Québec. J'ai appris pas mal de choses. La façon dont ont été honorés les lauréats, de donner les prix, tout ça. J'ai visité de nombreuses fermes. Le stage que j'ai fait au Québec a renforcé ma capacité de devenir un modèle. Ont été honorés en inspirant les élèves, tout ça. C'est important d'avoir des modèles féminins. Mais le stage que j'ai fait, il n'y en a pas beaucoup chez nous en Haïti. Mais c'est très important d'avoir les modèles. Elles montrent qu'elles sont compétentes, elles ont le courage, la force, le leadership, l'entrepreneurship, leur passion pour l'agriculture. Et maintenant, je suis prête à faire la relève agricole grâce à ces stages en leadership féminin. J'aimerais devenir un modèle et inspirer d'autres femmes. Alors, on s'excuse pour ce petit pépin technique. Vous avez entendu des choses 2 ou 3 fois, mais à la toute fin, on a bien entendu Micheline dire de ces femmes qui sont des modèles pour elles, qu'elles sont compétentes, qu'elles ont de la force, qu'elles ont du courage. Elle dit également qu'elle admire leur leadership et Micheline est devenue à sa manière une femme leader dans
dans son milieu en Haïti avec les producteurs de café. On va remettre, s'il vous plaît, Christelle, à l'écran. Françoise est déjà là, donc Denise et Fatou. Je veux vous entendre parler de l'importance des modèles. Tiens, Denise Bélanger, à quel point c'est à la fois flatteur, mais c'est aussi une grande responsabilité, je pense. Oui, je vous dirais que moi, je n'ai jamais pensé que je serais un modèle moi-même, hein? Et puis, je l'ai réalisé plus à la fin de ma carrière, en fait, que des jeunes que j'avais encadrés, j'avais dirigés ou d'autres à qui j'avais enseigné au premier cycle. Et puis, ils m'ont fait un hommage à me dire que j'avais influencé leur carrière, qu'ils avaient apprécié telle et telle chose. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a gênée même, à la limite, mais je suis contente que j'ai pu influencer surtout des femmes. Il y a des hommes aussi qui m'ont écrit, mais surtout des jeunes femmes dans leur poursuite de leur carrière et leur façon d'être aussi, l'être humain. Et puis ça m'a beaucoup touchée. Je trouve ça extrêmement important. Moi, j'en ai eu des modèles, mais des gens qui m'ont influencé dans mon parcours, mais qui n'ont pas été aussi près. C'est mon professeur au premier cycle, quand j'ai fait de ma médecine vétérinaire, qui m'a influencé pour aller en épidémiologie. Et puis, il y avait un professeur à l'Université de Californie en Davis qui était Calvin Schwabi, qui est très connu. Et c'est un homme qui m'a beaucoup inspiré, puis qui a probablement influencé quand je sens que je m'en aperçois jusqu'à un certain point dans ma carrière à la faculté en faisant déjà de l'interdisciplinarité avant bien que ça soit vraiment important qu'on reconnaisse le besoin de regarder plus au niveau de l'écosystème. Donc, oui, je trouve ça important, je trouve ça gratifiant, honnêtement, là. Puis un modèle pour ma fille aussi, nos enfants, ma fille... je trouve ça important pour elle que je sois une mère et une professionnelle. Je suis impliquée beaucoup dans ma communauté à Fredericksburg aussi. Donc, je peux l'influencer. Je suis très, très heureuse qu'elle aussi s'assume comme femme et puis qu'elle soit indépendante. Et puis, ouais. Françoise, vous la sentez, cette responsabilité d'être un modèle pour les autres, pour les jeunes femmes? Ouvrez votre microphone, s'il vous plaît, Françoise. On ne vous entend pas. Le micro, oui, okay. Allez-y. Oui, oui, toutes mes excuses. Oui, oui, oui. Au fait, nous recevons des messages. Nous avons beaucoup de jeunes qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages pour nous remercier pour ce que nous faisons. Même les enfants aussi. Mes enfants, mes filles qui me disent parfois, maman, mais toi, tu informes les femmes, la population, tu donnes de bonnes informations, mais partage avec nous aussi les documents que vous élaborez sur les droits des femmes. Nous voulons savoir aussi. Donc, nous recevons beaucoup d'appui des hommes parce que ce n'est pas facile. Et il y a d'aucuns qui pensent que nous sommes des femmes juristes et que nous venons imposer nos lois, les lois des Blancs à nos femmes dans les campagnes. Mais par contre, d'autres nous soutiennent pour dire que ce que vous faites, c'est bien. Continuez dans ce sens. Bon, ce n'est pas toujours facile. Même les femmes que nous défendons parfois pensent que nous venons, une femme qui a été violentée sévèrement sur les réseaux sociaux, on envoie des vidéos des violences exercées par son mari sur elle et les femmes se sont soulevées pour la défendre. Mais c'est cette même femme qui pense que nous voulons casser son foyer. Et pourquoi tout ça? Parce qu'elle n'a pas l'autonomie financière pour s'occuper de ses enfants. Du coup, elle se dit, quand on emprisonne mon mari, qui va s'occuper de mes enfants? Donc, ça, là aussi, ça constitue des problèmes que nous rencontrons, mais tout n'est pas perdu. Nous recevons quand même des soutiens d'un peu partout. Est-ce que vous croyez, Françoise, que les lendemains de la COVID, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, là, que les lendemains de la COVID, que ce qui se passe avec le bouleversement climatique aussi, est-ce que tout ça ne risque pas d'ébranler davantage les femmes? Est-ce que vous avez peur pour la suite?
Oui, c'est vrai. Et tout le monde est d'accord. Nous sommes tous conscients que la pandémie a eu des conséquences vraiment néfastes sur les droits des femmes. Et les violences se sont augmentées dans tous les domaines, même dans le domaine du changement climatique et tout. Mais moi, je pense que pour qu'on puisse sortir de cette situation, cela dépendra des stratégies, des nouvelles stratégies que nos États vont mettre en place pour pouvoir assurer la résilience des femmes. Et c'est très important. Le problème est là, il y a des conséquences, mais ça dépendra des stratégies à mettre en place pour que ces inégalités-là ne se creusent pas davantage. Oui, donc une opération d'une extrême vigilance. Fatou, je répète la question. Vous venez de nous retrouver. Je suis très contente. On vous a perdu quelques instants. Je demandais à Françoise si elle craint que les lendemains de la COVID soient difficiles pour les femmes, au sens où plusieurs femmes dans plusieurs pays ont perdu des acquis et que ce sera difficile à récupérer. Oui. Oui, oui. Et je disais que la COVID a eu assez de conséquences sur les droits des femmes et que pour que ces conséquences-là puissent être, pour que les droits des femmes ne soient pas davantage violés, ou bien il faudrait que les États prennent des mesures pour pouvoir assurer la résilience des femmes dans le domaine du changement climatique pour que les inégalités ne se creusent pas davantage. D'accord. Fatou Bineta, est-ce que vous avez peur aussi que les prochaines années, au sortir de la COVID et que dans la lutte au changement climatique, on perde un peu de vue l'importance de continuer à militer pour le droit des femmes? Fatou, s'il vous plaît. Oui. Oui, je crois que nous avons perdu beaucoup de choses par rapport au COVID, puisque avec le respect des mesures barrières, on interdit la circulation et que les femmes s'adonnaient vraiment à des activités de commerce. Et vraiment, ça a été très difficile. Et c'est quelque chose qui continue jusqu'à présent. Mais on a tendance vraiment à avoir des activités de résilience, telles que vraiment l'élevage ovin, caprin, la volaille, la pêche, etc., avec les produits halieutiques tels que les poissons séchés et les poissons fumés. Et on a mis beaucoup de choses vraiment pour que les femmes puissent s'adonner à ces activités pour avoir quelque chose. Mais la COVID a fait beaucoup de mal, a vraiment ralenti vraiment l'élan que nous avons avant la COVID. Et nous souhaitons que vraiment ça sera vraiment un souvenir. Oui, on le souhaite tous. Mais nous le souhaitons, oui. Alors, vigilance, c'est le mot, oui. Comment? J'ai dit vigilance, c'est le mot. Oui, il faut surveiller. On va aller voir Marie-Julie Ménard, s'il vous plaît, qui va ouvrir sa caméra et qui a des questions. Denise, vous pouvez ouvrir votre caméra également pour la suite, là, pour quelques minutes jusqu'à la fin. Alors, Marie-Julie, des questions et commentaires de l'auditoire, s'il vous plaît. Oui, bonjour à toutes et tous. D'abord, peut-être une question davantage pour Fatou et Françoise. Quels obstacles les agricultrices du Sénégal et du Bénin rencontrent-elles pour accéder au crédit pour démarrer leur projet d'entreprise? Fatou? Alors, Françoise, si vous êtes prête, allez-y. Les obstacles pour l'accès au crédit. Oui, merci. Je crois que je l'ai abordé.
Vous savez, les crédits aujourd'hui, pour qu'on obtienne un crédit, il faut des garanties. Et moi, je disais tantôt que la lutte que nous menons, c'est que les femmes n'ont pas accès à la terre, à la propriété foncière. Et comme vous le savez, l'une des garanties qu'il faut donner au niveau des institutions bancaires pour obtenir le crédit, c'est la terre. Et donc, si la femme n'a pas accès à cette ressource, c'est difficile pour elle d'avoir accès facilement au crédit. Mais des dispositions sont mises en place par le gouvernement pour octroyer quand même de petits crédits aux femmes avec un accompagnement pour la gestion de ces crédits. Mais le problème reste la garantie. Et avec le code foncier et domanial, il y a des dispositions qui ont prévu la sécurisation des terres, même si les terres ont été empruntées aux femmes, il faut sécuriser cet emprunt. Parce qu'avant, lorsque un propriétaire terrien passe une terre à la femme pour exercer ses activités agricoles, lorsque l'activité marche très bien, c'est en ce moment que le propriétaire se lève pour dire « remets-moi ma terre ». Parce qu'il n'y avait pas de documents, ce n'était pas sécurisé. Mais aujourd'hui, tout ça là, avec la nouvelle loi, même si c'est pour 2 ans, si c'est pour 3 ans, il faut faire un contrat. Et tant que le contrat n'est pas arrivé à terme, nul ne peut se lever et retirer la terre pour créer des difficultés à la femme. Donc, c'est un peu ça, la difficulté d'accès à la terre qui ne facilite pas l'obtention des crédits. Du crédit, voilà. Mais le travail qui se fait actuellement, ça va quand même amener à faciliter la chose. Ouais. Alors, oui, merci. Une dernière question, Marie-Julie, s'il vous plaît. Oui, en fait, ce serait plus en conclusion. Oui, Fatou, vous vouliez ajouter quelque chose aux obstacles des agricultrices au Sénégal? Oui. Pour le crédit, oui. Allez-y sans ouvrir votre caméra, s'il vous plaît. Pour qu'on entende mieux. Mais en ouvrant votre micro. En ouvrant votre micro. On ne vous entend pas, Fatou. Ah, je pense qu'on l'a perdu à nouveau. Alors, une rapide question de conclusion, Marie-Julie, s'il vous plaît. Oui, on l'a. Oui. Oui, elle est là, on la voit et on l'entend. Donc, j'ai un problème de connexion. Hein? Oui, ça arrive. Oui. Puisque l'obstacle que nous avons avant de faire le crédit, c'est le problème d'analphabétisme et les pesanteurs sociaux par rapport à notre vécu, puisque nous savons tous que vraiment, ici au Sénégal, vraiment, beaucoup de gens sont des conservateurs. Pour ce qui est du problème du crédit, le crédit vraiment est une chose qui peut aider la femme à mener ses activités. Mais quel crédit? Quelle échéance? Et quel taux d'intérêt? C'est beaucoup de paramètres qu'on peut voir pour analyser est-ce que vraiment, si la femme octroie ce crédit-là, est-ce qu'elle va faire des bénéfices? Parfois, il y a des impayés, des crédits en souffrance, etc., etc. Mais ce qu'on peut faire, je crois qu'on peut vraiment accompagner les femmes à la production, à la transformation, à la conservation et à la commercialisation. Tout cela nécessite un financement qui va permettre à la femme vraiment de mener ses activités et d'avoir une assurance pour que vraiment ce crédit-là lui apporte des bénéfices. Des bénéfices. Moi, je crois, des bénéfices. Moi, je crois que vraiment, le crédit est très important, mais
il faut voir le contour du crédit, ce que nous faisons au niveau du Sénégal. Le crédit, certains crédits ne sont pas à la portée vraiment des femmes. Et l'initiative que nous avons mise depuis presque une dizaine d'années, c'est la mise en place des calebasses de solidarité qui donnent aux femmes des crédits, mais de petits crédits qui ne peuvent pas faire beaucoup de choses. Donc, voilà, en quelque sorte, c'est des stratégies vraiment pour avoir un crédit et mener des activités rentables pour avoir quelque chose à amener à la maison pour subvenir à des besoins vitaux. C'est un modèle extraordinaire, celui des calebasses de solidarité. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais on pourrait faire tout un panel, tout un panel sur ce modèle formidable. Écoutez, il reste très, très, très peu de temps. Alors, Marie-Julie, question courte et pour vous trois, réponse courte, s'il vous plaît, parce qu'on va perdre notre connexion dans quelques minutes. Marie-Julie. Merci, Hélène. Tout à fait. En 2 mots, qu'est-ce que vous souhaitez aux femmes agricultrices en 2022? Si on peut faire un dernier tour d'écran. Françoise? En ouvrant le microphone, s'il vous plaît. On n'entend pas. Oui. OK. Je vais souhaiter, en me basant sur mon pays, je vais souhaiter aux femmes d'avoir la possibilité d'avoir assez de crédit pour leur activité et que le problème d'accès à la terre aussi soit réglé, que les femmes deviennent propriétaires de leurs terres sur lesquelles elles exploitent, font leur activité agricole parce que la terre constitue une ressource très importante pour la femme agricultrice. Donc, merci. Merci, Françoise. Donc, pour Françoise, l'accès au crédit et l'accès à la terre, que les femmes deviennent propriétaires de leur entreprise. Denise Bélanger. Bien, moi, je dirais, quand je regarde ma fille là, qui va prendre la ferme, bien, qu'elle croit en elle puis qu'elle puisse innover, pas obligée nécessairement de continuer le même modèle. Donc, de croire à son entrepreneurship et à sa créativité. Et puis, de continuer. De croire et d'innover, un autre souhait. Et Fatou Bintou Diop au Sénégal maintenant. Qu'est-ce que vous souhaitez aux femmes agricultrices pour 2022? Pour 2022, il faut que, comme l'a dit mon ami du Bénin, et que tous les facteurs de production se réunissent pour que la femme soit une productrice modèle de demain. Si je parle des facteurs de production, il y a l'eau, il y a la terre, il y a les intrants, il y a le financement, il y a tout les nécessaires pour que la femme puisse produire et commercialiser. Donc, il le faut. Donc, qu'on permette aux femmes d'être de meilleures agricultrices et des agricultrices à part entière qui maîtrisent leurs droits, qui ont accès au crédit également. On retiendra plusieurs réflexions de cet échange. Denise Bélanger, Françoise Soussou, Fatou Diop au Québec, au Bénin et au Sénégal. Un immense merci d'avoir accepté de participer à ce panel d'échange à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Je vous souhaite une bonne fin de journée, comme je souhaite également une bonne Journée internationale des femmes à toutes ces personnes qui ont été avec nous aujourd'hui. Marie-Julie, merci. Christelle, merci. Hugo également, l'équipe du PA Développement International. Et je vous donne rendez-vous, peut-être Hugo, qu'il faudrait donner la date parce que je pense que je l'ai perdu. Ah non, pour le panel du Jour de la Terre, plutôt que le 22, on se parlera le 21 avril prochain. Vous aurez les détails un petit peu plus tard sur le contenu et le nom des invités. Alors moi, je vous salue et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup à toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.